Bienvenue à Milligrammes par kilo, un balado qui parle de médicaments en pédiatrie. L'information contenue dans ce balado ne remplace pas le jugement professionnel. Il s'agit d'un survol de divers sujets pour les professionnels de la santé ou pour toute personne intéressée. Bonne écoute! Salut tout le monde! Je m'appelle Émilie Roy-Saint-Pierre, pharmacienne en pédiatrie générale et votre animatrice du balado Milligrammes par kilo. Le sujet du jour est la prévention de la transmission mère-enfant du VIH chez le nouveau-né, donc le VIH qui est le virus de l'immunodéficience humaine. J'ai la chance d'avoir deux invités avec moi aujourd'hui et je vais les laisser se présenter. Bonjour Émilie, moi c'est Fatima Kakar. Moi je suis pédiatre infectiologue ici au CHU Sainte-Justine et le VIH pédiatrique c'est vraiment ma domaine de sous-expertise. Bonjour Émilie, moi c'est Marie-Hélène Métra. Je suis pharmacienne au CHU Sainte-Justine depuis 2012. Je suis aussi professeure adjointe de clinique à la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Excellent. Merci à vous deux d'être ici. Je sais que votre temps était très précieux, donc je me trouve très chanceuse de vous avoir ce midi. Donc, pour rappel, là, le VIH de type 1 a été découvert, si je ne me trompe pas, pour la première fois vers 1983. Puis là, l'arsenal de traitement et ce qu'on sait sur le VIH a colossalement évolué depuis. Puis, côté médicaments, on retrouve encore quand même de vieilles molécules, entre guillemets, chez certaines populations comme celles qu'on traite ici à l'hôpital Sainte-Justine. Donc, Dr. Kakar, je te laisse nous introduire à comment vivre avec le VIH a changé, puis quelles sont les notions de base à retenir là, sur ce sujet? Bon, merci Émilie, merci d'avoir fait ce podcast maintenant parce que je trouve qu'il y a tellement de choses qui ont changé dans le domaine. C'est bien de faire un portrait du VIH en 2024. Mais pour faire ça, on va reculer en arrière dans les années 80. Et c'est là que le VIH était découvert, mais c'est vraiment le sida qui était découvert. Et comment c'était découvert? C'est qu'il y avait des hommes, surtout de la population des hommes qui avaient des relations avec hommes, qui mouraient avec des déficits immunitaires très avancés. Les gens ne savaient pas ce qui arrivait, mais il y avait vraiment des éclosions en Californie, à New York. Et au fur et à mesure de l'étudier, ils ont découvert que c'était causé par un virus. Mais finalement, on a su aussi que ce virus s'était transmis dans la population et il y avait certaines populations comme les gens qui avaient de la hémophilie qui étaient aussi infectés par ce virus. Donc, en 1983, on a commencé à voir ça et on a finalement documenté que c'était le virus, le VIH. Mais on n'avait pas de traitement. Donc, pendant toutes les années 80, on avait beaucoup de gens infectés qu'on pouvait juste voir mourir. Puis j'imagine qu'on savait pas non plus comment ça se transmettait. C'est ça. Ça me fait super peur. Ça fait peur. C'est un peu comme la COVID au tout Ouais. début. Et les Ouais. gens avaient peur, ils avaient honte quand ils avaient le diagnostic. Il y Ouais. avait un énorme stigma associé. Et même pour les enfants, donc à l'époque, au début, on pensait que c'était juste les adultes, les hommes. Mais ici à Sainte-Justine, on avait des bébés avec des déficits immunitaires qui mouraient et on n'arrivait pas à trouver la cause spécifique. Donc, au fur et à mesure, on avait un immunologue, Dr. Lapointe, qui soignait ces bébés. Et il voyait en même temps les mères mourir tout de suite après. Donc, il a découvert ce lien entre la transmission de la mère et l'enfant et on a appris que ça pouvait se transmettre de la parent à l'enfant. Donc, c'est des bonnes choses, les connaissances, mais encore, on n'avait pas de traitement. Donc, les années 80, c'était juste des enfants qui mouraient du sida. On avait une unité ici à Sainte-Justine, au fond, où il y avait juste des enfants avec le sida en phase très avancée, avec des gens tellement dévoués qui travaillaient sur cette unité. Imaginez qu'on ne savait pas les modes de transmission, on n'avait pas de traitement, mais vraiment, c'est des gens incroyables qui s'occupaient de ces enfants. Tout à fait. Donc ça, c'était les années 80. Et tranquillement, comme ça se passe dans tous les domaines, il y avait des avancées dans le développement des traitements. Donc, on avait notre première molécule, qui était le gros miracle, le zidovudine, qui était une molécule contre le VIH, qui était étudiée et on avait commencé de l'utiliser chez les adultes à la fin des années 80, mais il n'y en avait rien pour les enfants. Donc, on a juste réussi à le faire sur protocole de recherche. Donc, c'était le 24 décembre 1994. C'était le premier enfant à Sainte-Justine qui a réussi à avoir accès au zidovudine. C'est le gros cadeau de Noël. Et quand on a commencé à avoir accès au traitement, ça a changé la vie des enfants. Wow. Oui, c'est J'ai une des histoire frissons. incroyable ici. Et on a même des photos de l'époque parce que c'était tellement Ouais. émouvante, mais vraiment, c'était Noël 1994 où le premier enfant a réussi à avoir son traitement. C'est vraiment une belle histoire, une très belle introduction en fait. Merci Ouais. beaucoup pour ce partage. Puis, donc,
C'est quoi les notions de base là, que tu aimerais qu'on retienne avant qu'on poursuive dans l'épisode? Ah, merci de la poser. Donc, première chose, c'est que le VIH n'est pas le sida. OK? On peut vivre avec le VIH. Et ce que je dis à tout le monde maintenant qui ont une nouvelle infection, Mhm. c'est une maladie. C'est une maladie chronique. Et les gens qui vivent avec le VIH pourront avoir une vie complètement normale. C'est juste qu'il faut prendre un médicament en ce moment à tous les jours ou un autre traitement. Mais quand on traite et que le virus on traite le virus qui n'est plus détectable dans le sang, on ne peut plus le transmettre. Donc, les gens qui ont le VIH ne sont pas contagieux à personne. Ils peuvent avoir des enfants, ils peuvent avoir des familles, ils peuvent grandir entièrement normal. Donc, je veux créer ce portrait de ce qui est le VIH en Mhm. 2024 parce qu'il reste encore un énorme stigma Mhm. associé. C'est que vivre avec le VIH, pour moi, c'est comme vivre avec la diabète. C'est comme vivre avec une maladie chronique C'est où il ça. faut s'occuper tout le temps, prendre des médicaments, se surveiller, mais c'est une maladie chronique qui n'empêche pas d'avoir une vie normale. Tout à fait. Ça me fait penser justement quand tu disais que quand c'est dans le fond, c'est indétectable, c'est intransmissible. Donc, ça peut aider les gens à, tu sais, accepter un peu leur maladie puis essayer de vivre une vie normale, si on peut dire, entre Puis un Exact. peu guillemets. dédramatiser, en fait, Dédramatiser, cette ouais. maladie-là aussi. Mm, Oui. tout à fait. Puis, c'est quoi les paramètres qu'on suit chez les personnes? Mettons, là, de façon, un gros résumé, là, quand on fait une prise de sang, Ouais. qu'est-ce qu'on regarde dans le sang chez ces personnes? Oh, très bonne question et je le pose aux jeunes tout le temps parce que j'essaie de Pour voir comprendre s'ils s'ils ont comprennent. compris. Parce qu'effectivement, on fait des prélèvements régulièrement. Ouais. Donc, juste pour faire ça au basic, parce qu'on peut mesurer la quantité du virus dans le OK. sang. Donc, quand on donne un traitement, une trithérapie, ça agit que le virus ne peut pas se répliquer. Donc, éventuellement, on va dire qu'on ne peut plus mesurer de virus dans le sang. Mm. Si on ne prend pas le traitement, on va pouvoir voir combien de copies de virus. Ça peut être 10 000, ça peut être 1 million. Et quand on prend bien le traitement, on voit qu'on ne voit aucune copie du virus Mhm. dans le sang. Donc, ça, c'est notre mesure le plus important. C'est vraiment de voir si la personne a bien pris son traitement, que le virus, on ne le détecte plus dans le sang. Et l'autre élément, c'est qu'on mesure le système immunitaire. On veut voir effectivement que quand le virus est indétectable, il ne peut pas agir sur les CD4 Mhm. de la personne qui lui protège contre plusieurs infections. Donc, on mesure ses taux de CD4 et CD8 pour vraiment vérifier son système immunitaire. Donc, c'est les deux paramètres les plus importants. OK. Et après, on vérifie que le médicament n'est pas toxique, que les reins, le cœur, tout le reste fonctionne. Mais je dirais que c'est la charge virale qui est l'élément le OK. plus important. S'il est indétectable, la personne ne va pas transmettre le virus, il ne va pas avoir des effets sur son CD4. Donc, c'est le paramètre le OK, excellent. Donc, ça me fait juste penser, avant de passer au traitement, c'est quoi environ la prévalence de la transmission verticale, donc la transmission mère-enfant du VIH dans le monde? Est-ce que c'est quoi, pour avoir une idée là, du Ouais. pourcentage Donc, je peux vous dire, l'année dernière, il y a eu à peu près 120 000 nouvelles infections dans le dans le monde? monde. OK. Si on donne aucun traitement, si une femme enceinte, elle a le VIH et elle n'a pas accès au traitement, OK. ce qui est quand même le cas encore Mhm. dans certains pays, 40-50% des femmes n'ont pas accès à ce traitement. Il y a à peu près un 10% qu'elle va le transmettre pendant la grossesse, OK. une autre 10% juste pendant l'accouchement et une autre 10% pendant la période d'allaitement. OK. Donc, c'est à peu près 1 sur 3 des enfants qui vont devenir infectés. Quand même beaucoup. Oui, sans traitement. Sans traitement. Là, Oui. depuis là, qu'on a notre arsenal thérapeutique, ça tourne autour de quoi? C'est vraiment moins de 1%. On est rendu à des taux, on va dire selon les chiffres, à 0,2%, mais honnêtement, si une femme, elle a toujours une charge virale indétectable, elle est impeccable avec sa prise des médicaments, euh, et on donne un traitement de prévention chez le bébé, il ne devrait pas avoir de transmission. C'est Donc, on ne peut pas dire incroyable. zéro, mais on est quasiment Ouais, rendu à c'est zéro. incroyable la médecine et les avancées, là, Mm. c'est fou. Excellent. Donc, Marie-Hélène, comme pharmacienne, est-ce que tu veux me parler un peu des ARV, des antirétroviraux, un peu décortiquer la pharmacothérapie pour prévenir la transmission chez les bébés?
Oui, ben tout d'abord, il faut savoir que ça a quand même évolué là, depuis Ouais. justement l'azidovudine que Dr. Kakar parlait en 94. L'azidovudine fait encore partie de notre arsenal thérapeutique, mais il y a d'autres molécules qui se sont ajoutées. Puis il y a un peu d'autres façons de prise en charge aussi qui ont été déterminées. Fait qu'en fait, ce qui arrive chez les bébés maintenant, c'est qu'on va les catégoriser dans un risque où est-ce qu'on va leur donner une monothérapie versus une trithérapie. Fait que si les bébés sont sous monothérapie, ce que ça veut dire, en fait, c'est vraiment une prophylaxie. À ce moment-là, tu sais, déjà, son risque de transmission, il est assez faible, mais on va quand même vouloir faire une prophylaxie avec un antirétroviral par-dessus ça. Fait que souvent, c'est une monothérapie, puis c'est encore une fois l'azidovudine qui va être utilisée à ce moment-là. Notre AZT. Notre AZT, exactement. Sinon, les enfants qui sont dans une catégorie de risque un peu plus élevé de transmission, on peut dire, c'est des enfants qui vont avoir une trithérapie. En fait, on fait référence, on appelle ça une thérapie préemptive. Fait que le but de ça, c'est dans le fond, c'est d'agir comme prophylaxie pour l'acquisition chez le nouveau-né exposé au VIH durant l'accouchement ou durant l'allaitement, on pourra en reparler après. Mais l'autre chose aussi, c'est que les ARV qu'on va utiliser, ben, il va en avoir 3, c'est ce qu'on appelle la trithérapie, mais ils vont être utilisés à dose de traitement parce que comme il est à risque un peu plus élevé de transmission, ce qu'on veut prévenir aussi, c'est si jamais il devenait infecté, mais qu'on ait déjà des traitements qui sont efficaces à ce moment-là pour traiter le VIH chez cet enfant-là. Ce qui a été démontré, c'est que dans le fond, un traitement efficace qui est débuté rapidement chez le nourrisson, mais ça pourrait contribuer à restreindre la taille du réservoir du virus. OK. Puis quand tu dis rapidement, là, on est en termes d'heures. Hein? On parle d'heures, effectivement. Là. C'est Les fou. recommandations, c'est qu'en fait, on devrait commencer à donner la première dose de médicaments à l'intérieur de 6 heures là, C'est suivant fou. la naissance Ouais, du bébé. faut l'avoir en fait sur place, le Fait qu'il faut avoir des médicament. protocoles qui sont mis en Ouais. place, il faut avoir les médicaments disponibles aussi là, pour être capable d'en donner rapidement. Ah, c'est super intéressant, merci. Donc, thérapie préemptive, on traite dans le doute, puis on met nos 3 médicaments là, quand on a une plus haute suspicion. Là. Exact. Parfait. Puis justement, c'est quoi les critères pour cette thérapie présomptive-là, Marie-Hélène? Fait qu'en fait, souvent, ça va être, justement, on parlait de charge virale tout à l'heure. Fait qu'en fait, si la mère a une charge virale qui est détectable dans son sang, donc à ce moment-là, un risque de transmission un peu plus élevé, fait que ça va être un critère. Une mère qui n'aurait pas reçu un traitement antirétroviral adéquat durant les 4 dernières semaines de sa grossesse. Si on a le statut VIH de la mère est inconnu puis qu'on pense qu'il y aurait certains facteurs de risque, ça peut faire partie de ça aussi. Puis il y a un autre critère qui va faire en sorte qu'on va vouloir utiliser une trithérapie, c'est en présence d'allaitement maternel. OK, parfait. Puis, mettons, facteur de risque, j'imagine, je pense spontanément, par exemple, si la personne vient d'un pays où le VIH est endémique, j'imagine. Exactement. Utilisateur de Drogue intraveineuse, par exemple, parfait. ça peut faire partie. OK, c'est bon. Puis c'est quoi qu'est-ce qui est disponible comme option pharmacologique pour nos bébés? Oui, fait que à ce moment-là, c'est sûr qu'il faut regarder c'est quoi les options qui sont adaptées pour nos bébés. Fait qu'idéalement, il faut que ce soit des médicaments qui sont disponibles sous forme liquide. Donc, la trithérapie classique va être constituée de zidovudine, lamivudine, qui sont 2 vieilles molécules, mais commercialisées sous forme liquide. Puis, on va associer ça à soit de la névirapine ou du raltegravir. Fait que, classiquement, c'est la névirapine là, qui est utilisée comme 3e médicament. Mais il peut arriver que, dans le fond, la mère présente un virus qui est résistant à la névirapine. Puis, à ce moment-là, on va vouloir la remplacer par du raltegravir. Ces 2 médicaments-là, la névirapine, le raltegravir, sont pas commercialisés au Canada sous des formes adaptées, donc ils sont pas disponibles en liquide, mais il y a moyen de faire des démarches pour y avoir accès aussi. OK. Ce qui arrive, c'est qu'il existe d'autres médicaments liquides qui sont disponibles au Canada, le Caletra, entre autres. Mais le Caletra n'est pas très indiqué chez les nouveau-nés parce que ça contient un haut pourcentage d'alcool, ça est associé à une toxicité mitochondriale, puis ça a un mauvais goût aussi là, qui fait que les bébés le tolèrent pas et que c'est une bataille avec les parents pour essayer d'administrer le médicament à chaque fois. C'est quand même un enjeu, l'administration des médicaments. Tout à fait. Là. Puis oui, effectivement, le Caletra qui est le lopinavir ritonavir. Là. Parfait. Et honnêtement, je dois dire, c'est un travail assez héroïque là, de la part de Marie-Hélène et toutes nos pharmaciennes, parce qu'au fur des années, même avec les nouveaux traitements, je me souviens du premier cas de raltegravir, parce qu'il n'y a pas de dose. Personne n'utilisait ces médicaments chez les nouveau-nés et on en avait besoin en urgence. Donc, vraiment, avec l'équipe de pharmacie, Marie-Hélène, ils font les recherches, ils trouvent des doses, on pousse le envelope et ça prend des appels en pleine nuit, rappels au gouvernement, des formulaires. C'est vraiment
un gros travail pour avoir accès à ces médicaments. C'est pas qu'on peut juste les prescrire et c'est facile. Ça prend énormément de gestion. Donc, je vous remercie, l'équipe de pharmacie, pour Merci beaucoup. ce travail en pleine nuit. Mais tu as tout à fait raison. En fait, c'est même pas juste une question d'accessibilité, c'est aussi que c'est des médicaments qui sont souvent pas étudiés chez ces populations-là. Donc, c'est d'essayer de trouver des petits rapports de cas puis réfléchir aux doses qu'on peut utiliser dans ce temps-là. Tout à fait. Puis, je pense qu'il y a aussi la Bacavir qui est en liquide, mais lui non plus. Fait que celui-là, il est effectivement aussi commercialisé au Canada. On a des doses pédiatriques, mais en fait, la Bacavir il est associé à un effet secondaire. Là, ça peut faire des réactions d'hypersensibilité, en fait, avec des éruptions cutanées assez importantes. Puis ça a été décrit chez certains patients qui sont porteurs d'une allèle un peu plus spécifique. Fait que chez les enfants qui l'utilisent en traitement, on va s'assurer que cette allèle-là est pas disponible, mais ça prend quelques semaines faire ce test-là puis avoir le résultat. Fait que c'est trop tard, en fait, chez nos bébés. C'est ça, il serait terminé à ce moment-là. Bon, je comprends bien. Puis, c'est quoi les effets secondaires à suivre de nos médicaments? Mais il faut savoir, en fait, que tout d'abord, dire que c'est des traitements qui sont de courte durée, fait que c'est des traitements qui sont généralement assez bien tolérés. Ce qu'on va suivre souvent avec l'azidovudine, il peut avoir un peu d'anémie associée. Donc, tu sais, c'est des bébés, quand ils viennent à la clinique, on suit au niveau des prises de sang, s'assurer que c'est sécuritaire. Mais maintenant, avec les durées de traitement qui sont raccourcies aussi, on voit moins cet effet secondaire-là aussi. Puis avec la névirapine, il peut avoir un petit peu de toxicité hépatique aussi. Donc, on suit le bilan C'est dans la prise de sang également. Exactement. Excellent. Fait que là, quand tu me dis les durées de traitement sont plus courtes, tu parles en termes d'années, mois, semaines, on se trouve où? Fait que c'est des traitements qu'on parle en termes de semaines. Les durées de traitement vont varier, en fait, à savoir est-ce qu'on est en monothérapie versus en thérapie préemptive. Fait qu'en monothérapie, donc pour rappel, avec juste l'azidovudine à ce moment-là, bien, les durées de traitement sont de 2 à 4 semaines. Fait que les lignes directrices varient un peu d'un endroit à l'autre, puis selon le cas du patient, la durée peut varier, mais retenir que ça risque d'être un maximum de 4 semaines. Fait que c'est de courte durée. La thérapie préemptive, à ce moment-là, avec la trithérapie, on va vouloir faire un 6 semaines total de traitement. OK. Bon, ben ça donne quand même une idée, là, au moins 6 semaines. Puis je pense que même il y a un des médicaments qu'on arrête après 4 semaines, vu qu'il y a une longue demi-vie dans le corps, donc il reste longtemps, c'est la névirapine. Exactement. Fait que, on est comme en trithérapie pendant 1 mois versus une bithérapie pour 2 semaines supplémentaires. Mais qui, en fait, fait une trithérapie C'est vrai, ça pendant continue. 6 Ouais, semaines. effectivement. Puis c'est pour justement éviter d'être en monothérapie Ouais. avec juste de la névirapine. C'est excellent, parfait. Tantôt, tu as mentionné qu'il y avait certains médicaments qui étaient moins accessibles facilement. Tu sais, par exemple, la névirapine ou le raltegravir qui serait accessible via un programme, le programme d'accès spécial. C'est ça? Exactement. Fait que c'est qu'on peut avoir accès à des médicaments qui ne sont pas commercialisés au Canada. Donc, il y a des démarches administratives à faire auprès de Santé Canada pour y avoir accès. De la paperasse. De la paperasse à remplir, exactement. Mais il faut savoir aussi, au niveau de la couverture, les autres médicaments qui sont commercialisés au Canada sont habituellement sur la liste aussi régulière de la RAMQ, donc c'est remboursé par les assurances. Mais c'est sûr qu'on fait aussi affaire à une clientèle, tu sais, de nouveaux arrivants, C'est ça, j'allais dire. tu sais, des réfugiés parfois, fait qui n'ont pas nécessairement une couverture d'assurance à leur arrivée, mais on veut s'assurer que ces bébés-là puissent quand même avoir accès à leurs médicaments. C'est quelque chose qui est quand même assez crucial. Donc, il faut s'assurer de faire un suivi auprès de ces familles-là pour, à la limite, dépanner ou trouver une façon de servir leurs médicaments pour qu'ils puissent y avoir accès le temps que, tu sais, les questions d'assurance soient réglées. C'est ça. Puis avant que la RAMQ embarque justement pour les personnes réfugiées ou quoi que ce soit, il y a le PFSI, hein, le Programme fédéral de santé intérimaire. Oui, ça? Qui fonctionne en fait pour tu sais, les mamans souvent, qui OK. eux vont couvrir leurs médicaments. Mais en fait, le bébé qui naît au Canada va avoir à ce moment-là La sa couverture. RAMQ. Ouais. Mais le temps qu'ils la reçoivent, il y a toujours une petite période. Fait que c'est là que le PFSI peut couvrir cet intervalle-là? En fait, comme il est citoyen Ah, c'est canadien vrai, à il ce est moment-là, citoyen. ça ne va Ouais. pas couvrir. Fait qu'il tombe un peu dans un trou où est-ce que l'accès aux médicaments est un peu plus Je compliqué. comprends. Parfait. Excellent. Donc là, disons, là, la maman est arrivée ici, là, elle a accouché de son bébé justement au Canada. Elle exprime le désir d'allaiter. Donc, comment tu approches ça avec ces patientes-là, Fatima? Alors, c'est une question très actuelle parce que justement, donc avant les traitements, il y avait un 10% de risque de transmission pendant la période d'allaitement.
Mais ailleurs dans le monde, l'allaitement est préconisé pour en Mhm. fait tous les pays en voie de développement parce que l'accès au lait maternisé est difficile. Mhm. Donc, il y a plus de risques de mortalité, de morbidité de prescrire de lait maternisé que de prescrire de l'allaitement. Donc, partout dans le monde, dans les pays endémiques, l'OMS recommande l'allaitement exclusif pour les femmes vivant avec le VIH. Mais c'est pas que c'est pas sans risque. C'est juste que le risque, il est moins de mourir d'une infection ou de Mhm. la malnutrition. Donc, l'OMS a jugé que le risque de VIH, bien qu'il est faible, donc on estime peut-être entre 2 à 3 sur 2000 cas. OK. Donc, c'est très petit, c'est moins de 1% de risque, mais c'est pas zéro. Mais l'OMS a jugé que ce risque est nettement moins que le risque de mourir de gastro-entérite par OK. un formule de lait mal mélangé. Donc, c'est pour ça que la pratique est différente ici en Amérique du Nord qu'il est ailleurs dans le monde. Et c'est sûr qu'un risque de 1% ou moins de 1%, c'est très faible, mais c'est pas zéro. Mhm. Et le problème, c'est que une fois qu'on a guéri l'infection, c'est une infection à vie. On n'a pas encore de guérison. Donc, nous, comme médecins, on veut vraiment avoir zéro risque. Donc, c'est pour ça qu'on a justement travaillé avec le ministère de la Santé pour avoir un programme de lait gratuit. Parce que le lait pourrait être cher. Donc, on Oui, voulait vraiment. justement être sûr Mhm. qu'on avait un programme qui couvrait donc l'accès au lait maternisé gratuit pour toute nourrisson de mère qui a le VIH. Parce que justement, on veut le soutenir pendant cette année. Cela dit, si une femme souhaite vraiment allaiter et qu'on a bien expliqué les risques et que la famille a bien compris que c'est pas risque zéro, c'est Mhm. risque minimal, il faut vraiment avoir cette discussion. Et si malgré tout, elle veut vraiment allaiter, là, il y a quand même des conditions qui nous Mhm. permettraient de le faire en sécurité. La plus importante, c'est que la femme soit sur son traitement antirétroviral et qu'elle est indétectable pendant sa grossesse, mais aussi pendant toute la période Qu'elle a eu d'allaitement. une bonne adhésion à son traitement Exactement, toujours. 100%. Et c'est pas évident des fois à la Mhm. fin de la grossesse, en postpartum, les femmes sont fatiguées, il y a beaucoup de Mhm. choses à régler. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une adhérence à 100% avec une charge virale indétectable qui vienne régulièrement à des suivis médicaux où on peut mesurer la charge virale pour être sûr qu'elle est indétectable et que le bébé soit mis sur un traitement de prévention. Donc, comme Marie-Hélène décrivait, la trithérapie pendant les 6 premières semaines. Et après ça, un médicament, un monothérapie pendant tout le reste du période d'allaitement. Et des prises de sang et des visites médicales à tous les mois pour justement être sûr qu'il n'est pas dans une phase où il est en train d'être infecté. Donc, c'est beaucoup plus lourd. C'est Mhm. faisable, mais c'est pas notre première OK. recommandation encore parce qu'on n'est pas encore rendu au stade où je peux dire à une femme que si vous allaitez votre enfant avec le VIH, que l'enfant ne sera pas infecté. Je peux pas dire que c'est zéro C'est ça, risque. le contexte est différent des pays à ressources plus limitées où c'est vraiment allaitement exclusif versus certains pays à ressources abondantes où on a les programmes, par exemple, gratuits de lait. Les contextes sont complètement différents. Donc, Complètement. OK. Exact. Et il faut faire, je pense qu'il faut expliquer. C'est sûr que les gens, il y a beaucoup de pression pour allaiter. Mais on va dire, Mhm. vous n'êtes pas mauvaise mère si vous allaitez pas. Il y a différentes façons C'est d'avoir un ça. lien avec le nouveau-né. On veut juste le bien-être du bébé et Oui. du maman, de la maman aussi. Donc, il ne faut pas mettre trop de pression, mais Mhm. on comprend que si, ayant revisé tout, les familles, la femme veut vraiment allaiter, on va la supporter à travers son Oui, puis allaitement. j'imagine il y a un support multidisciplinaire parce que ça doit quand même être, ben, tu sais, là, si elle allait, au moins de façon psychologique, sociale, elle va pouvoir répondre à ce besoin-là, mais à contrario, si elle doit faire le deuil d'un allaitement, ça doit quand même être vraiment difficile sur le plan psychologique, émotionnel et tout. C'est souvent, en fait, le dévoilement à la famille qui est difficile. OK, de C'est de elle à dire, la famille, OK. d'expliquer pourquoi, de quelqu'un qui doit expliquer à quelqu'un d'autre Mhm. pourquoi elle n'allait pas. Donc, dans certaines Ouais, communautés, ça soulève pourquoi vous allaitez pas? Est-ce que OK. peut-être c'est le VIH? Ah. Donc, Ah, puis cette on revient peur. encore au point de la stigmatisation qui est encore vraiment présente. Exactement, Mm. exactement. Parce que dans la population générale, il y a beaucoup de gens qui n'allaitent pas. Et c'est Mhm, pas en lien avec exact. le stigma, c'est un choix. Ouais, C'est tout à fait correct. Moi, comme pédiatre, je m'ostine pas pour que tout le monde soit dit. On veut le ouais, bien-être du parent, on veut le bien-être du bébé. c'est Et bon. on veut la méthode de nourrir qui vraiment est mieux pour les deux. OK, parfait. Puis je voulais juste rebondir aussi sur tu sais, la recommandation de l'OMS qui est vraiment de faire des allaitements exclusifs dans des pays à ressources plus limitées. Pourquoi pas l'allaitement mixte?
Alors dans les vieilles études, ça a augmenté le risque d'inflammation digestive. OK. Et dans les cellules digestives, on a des cellules lymphoïdes où Mhm. le virus pourrait bien s'intégrer. OK. Donc, ça augmente le risque de transmission. Si l'enfant est exposé, il y a l'inflammation, ça augmente la Ah, possibilité c'est qu'il soit super intéressant parce infecté. que vite comme ça, intuitivement, tu te dis, oh mon Dieu, mais allaitement exclusif, c'est ça qui est recommandé versus Ouais, mixte. Mais OK, c'est très intéressant. ouais, OK. Ça fait partie des critères pour nos mamans qui choisissent d'allaiter aussi à ce moment-là. exact. Ça doit être un allaitement strict. Strict, Ouais, ouais, c'est ça. ouais, Ah, OK. Ben, c'est quasiment moins compliqué pour elle aussi, là. Tu sais, elle garde toute sa stimulation lactée et ouais, tout, là. tout à fait. OK, parfait. Puis là, on a parlé justement trithérapie, monothérapie. Veux-tu juste nous rappeler c'est quoi qu'on donne? Fait que chez ces bébés-là, en fait, ils vont être Mhm. à ce moment-là dans la catégorie de trithérapie. Donc, comme Dr. Kakar mentionnait, les 6 premières semaines avec la trithérapie, Que la t'as nommé, mivudine, ouais. zidovudine, névirapine. Puis après ça, on va garder la névirapine seule pendant toute la durée de l'allaitement, puis jusqu'à en fait 1 mois suivant l'arrêt de l'allaitement. OK. Puis c'est quoi environ les doses? Je sais que c'était un peu plus ambigu pour certains. Donc, pour les doses, en fait, pour les 6 premières semaines, fait que c'est Ouais. les doses qu'on va utiliser de prévention de transmission. Fait que pour la névirapine, à ce moment-là, c'est des doses qui sont recommandées en milligrammes kilo, là, qu'on retrouve le plus dans Mhm. les lignes directrices. Fait qu'un 6 milligrammes kilo dose BID. Puis après ça, quand on fait le relais avec la névirapine seule, ça va être la même dose de traitement que ce qu'on utiliserait chez un enfant infecté. Donc, un 200 milligrammes mètre carré de dose qu'on utilise 2 OK. fois par jour. Parfait. Excellent. Ça me fait penser justement, tu sais, souvent nos doses sont en fonction du poids, de la taille du bébé, mais ça amène justement des augmentations de doses qui suivent proportionnellement le gain de poids du bébé. Fait que les parents ils ont souvent aux rendez-vous médicaux à ajuster les doses des traitements. Ouais. Exactement, puis ça fait un peu partie de nos rôles de Ben oui. pharmaciens aussi, de Mhm. s'assurer qu'à tous les rendez-vous, on adapte à la hausse en fonction de la prise Exactement. pondérale. Super. C'est vraiment une belle équipe interdisciplinaire pour nos patients. Avant de conclure, est-ce que vous auriez un dernier mot que vous aimeriez que les auditeurs, les auditrices retiennent? Je pense qu'on a beaucoup parlé du VIH en 2024, mais je veux qu'ils retiennent qu'en 2024, c'est une maladie chronique. Ouais. Et je veux qu'ils retiennent ça parce qu'on veut minimiser le stigma contre le VIH. Donc, je suis contente qu'on ait réussi à en parler, que les gens connaissent c'est quoi le VIH, c'est quoi les traitements, qui gardent en tête que c'est une maladie avec laquelle on peut vivre normalement maintenant. Normalement. Ça, Oui. c'est mon message clé. Tout à fait d'accord, j'aurais pas pu dire mieux. Parfait. Excellent. Donc, merci à vous deux, Dr. Kakar et Marie-Hélène, pour cette incursion dans cet univers d'infectiologie très spécifique, hein. Donc, les références utiles vont être dans la description comme d'habitude. Et petit message classique, donc merci pour votre écoute. Abonnez-vous, n'hésitez pas à laisser une évaluation et surtout à partager. Donc, tourlou, on se voit au prochain épisode.